Depuis la révolution égyptienne, ces équipements se sont multipliés et deviennent des éléments structurants ou des actants, pour reprendre ici un terme de Bruno Latour. Ils agissent non seulement sur l'urbanisme de la ville, à travers des murs ou des barrages qui deviennent une partie intégrante du tissu urbain, mais aussi sur les imaginaires des habitants de cette mégapole et leur utilisation de la ville. Mais au-delà de l'analyse immédiate de ces infrastructures sécuritaires, la sécurisation et son évolution dans le centre-ville du Caire nous renseignent également sur les perceptions de la menace du régime d'Al-Sisi. Pour en parler ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Laura Monfleur. Laura est doctorante en géographie au laboratoire CITER à l'université de Tours et rattachée également au CEDEJ au Caire. Son champ de recherche porte sur les géographies autoritaires et citadines dans le centre-ville du Caire après la Révolution. Elle y a mené des enquêtes de terrain dont elle va nous parler un peu plus en détail ce soir. Mais avant de nous embarquer dans sa présentation, peut-être elle peut nous dire rapidement comment tu t'es intéressée en fait à ce sujet très précis qui est la sécurisation et pourquoi avoir tout simplement choisi le terrain du Caire. Alors, bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup déjà pour le CAREP, pour m'avoir invité pour ce webinaire, et en particulier donc, Isabelle et, pour sa modération aussi. Tout simplement, alors je ne sais pas si j'ai décidé de travailler sur le Caire, mais j'ai plutôt rencontré mon voyage au Caire, séjour au Caire pendant un mois, s'est déroulé dans ce cadre-là et pas du tout au départ pour faire des recherches, c'était un peu avant mon master. Et c'est en étant au Caire et en devant me déplacer dans le centre-ville du Caire que je suis tombée nez à nez avec ces murs dont je vais vous parler aujourd'hui. Ces murs qui nous ont bien embêtés dès le premier jour pour se rendre à l'Institut français, puisqu'il a fallu faire un détour et qu'ils n'étaient pas du tout en fait notés sur ma carte touristique que j'avais avec moi. Et simplement, face à ça, j'ai commencé à les noter sur ma carte. À les dessiner pour tout d'abord moi-même me déplacer dans le centre-ville. Et ensuite, je me suis dit que ça pouvait en faire un sujet de géographie, m'ayant toujours intéressée, enfin, j'ai toujours été intéressée en fait par tout ce qui est délimitation, la question des frontières, même si là il ne s'agit pas de frontières, enfin de murs frontaliers, mais donc toutes ces questions en fait, même de contrôle de l'espace urbain, m'intéressaient. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée tout d'abord en fait dans un master à propos du Caire. Et du centre-ville du Caire en particulier, sur cette question de la sécurisation et de ces murs en particulier. Et j'ai, après un petit détour en Jordanie pour le M2, j'ai décidé de retourner au Caire pour faire ma thèse que je réalise depuis 2018 sous la direction de Roman Stanicki et d'Anna Madoff. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer un peu pourquoi je suis tombée nez à nez avec ces murs. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, je te laisse la place désormais pour que tu nous présentes un peu tes travaux et tes recherches avec beaucoup d'illustrations que nos spectateurs auront le plaisir de découvrir tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup, Laura, à toi. Oui, je vais partager l'écran. Donc, j'espère que ça marche bien, que vous voyez bien le PowerPoint. Donc, par exemple, là, je vous ai mis directement une photo de ces murs. Et c'était, je pense que, oui, cette photo-là, je l'ai prise en 2014. Donc, la première fois où je suis venue au Caire. Et donc, c'est un de ces murs-là qui m'a bien embêtée pour me déplacer. Donc, il barre complètement, en fait, une rue. Mais avant de vous expliquer, en fait, la géographie de ces murs et de la sécurisation plus largement dans le centre-ville du Caire, je voulais revenir sur la révolution en fait, puisqu'en fait c'est quand même le contexte de production de ces murs. Donc pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières avec ce qui s'est passé en Égypte, je vais revenir sur quelques points et sur la géographie en fait de cette révolution. En fait, en Égypte, donc, vous avez les premières grandes manifestations qui commencent le 25 janvier 2011, suite à l'appel du mouvement du 6 avril, qui était un mouvement qui s'est constitué après des mobilisations ouvrières. Et donc, vous avez en fait ce 25 janvier 2011, donc c'est pour le slogan était Pain Liberté
et justice sociale. Et vous avez 20 000 personnes qui manifestent dans toute l'Égypte, ce qui paraît peu, mais en fait qui était déjà un saut quantitatif par rapport aux précédentes mobilisations, notamment de ce mouvement du 6 avril. Et en particulier, vous avez 15 000 personnes qui manifestent au Caire. Alors, bien évidemment, ces manifestations-là se déroulent aussi dans d'autres villes en Égypte, mais je vais m'intéresser donc à la capitale égyptienne, le Caire, et plus particulièrement au centre-ville. Ensuite, donc, vous avez aussi une grande... Enfin, ces manifestations-là prennent de l'ampleur. Par exemple, vous avez le 1er février 2011, la marche du million, c'est-à-dire près d'1 million de personnes qui marchent dans les rues en Égypte. Et vous avez aussi l'occupation de la place Tahrir entre le 28 janvier 2011 et le 11 février 2011, avec l'installation d'un campement, jusqu'au départ en fait, du président Hosni Moubarak, qui était au pouvoir depuis 1980. La révolution, c'est aussi de nombreux affrontements entre les forces de l'ordre et les révolutionnaires. Je vous en ai mis quelques-uns sur le PowerPoint, avec le massacre de Maspero le 9 octobre 2011 et la bataille de la rue Mohamed Mahmoud, qui sera très importante dans notre cas, en novembre 2011. Vous avez ensuite, donc, plus rapidement, sur les événements politiques, l'élection de Mohamed Morsi, qui était membre des Frères musulmans, en juin 2012, et ensuite, en fait, un coup d'État de l'armée le 3 juillet 2013, avec la destitution du président Mohamed Morsi, et enfin, en 2014, l'élection d'Abdel Fattah el-Sisi. Pour parler un petit peu plus précisément de cette géographie des révolutions, donc là, c'est une carte surtout sur en fait, les contestations entre 2012 et 2013, mais en fait, ça vous montre quand même les lieux principaux, puis même en 2011. Vous avez le centre-ville du Caire, alors c'est noté, c'est vraiment au centre, près du Nil. Vous avez aussi la place Tahrir, par exemple, qui est notée, mais vous avez aussi des manifestations et des sit-ins en périphérie, c'est-à-dire en particulier proche du ministère de la Défense, donc vers Nasser City, donc à l'Est, avec notamment les 2 places où il y a eu des sit-ins en 2013 des Frères musulmans, la place Rabia al-Attawir et la place El-Narna, qui s'est soldée en fait par une répression féroce de la part des forces de l'ordre et de nombreuses victimes. Donc ça, c'est le contexte général, mais moi, je vais vous parler un peu plus donc, du centre-ville. Je vous ai remis une carte avec vraiment ici la situation du centre-ville du Caire, pour aller moins vite. Et donc, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est que c'est quand même ces manifestations, enfin, c'est le centre-ville, où il y a eu donc cette occupation de la place Tahrir qui a été très importante comme lieu symbolique, politique pour cette révolution. Pourquoi? Alors là, je vous ai mis encore plus précisément pour entrer vraiment dans une échelle locale, puisqu'en fait, je travaille beaucoup à l'échelle locale et sur à la fois des micro-infrastructures et des micro-pratiques. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, désolée, cette carte est en anglais, mais je vais bien évidemment l'expliquer. Je vous ai mis, en fait, alors pourquoi je disais que c'était un lieu politique important, vous avez les principales institutions politiques ici en ocre, avec le Parlement, le cabinet des ministres, le ministère de l'Intérieur, mais je vais y revenir dessus. Ça, c'est une carte qui montre les institutions, en tout cas en 2011 jusqu'à 2016. Je vous ai noté aussi les principaux lieux des manifestations, donc bien évidemment la place Tahrir, mais vous avez aussi la rue Mohamed Mahmoud, et j'ai mis aussi les lieux principaux de circulation, mais qui ont été aussi des lieux importants en fait pour se rendre justement sur la place Tahrir, et qui ont été aussi des lieux de manifestations ou d'affrontements, que ce soit la rue Asra Laïni, qui est plus au sud de la place Tahrir, ou encore les ponts de Asra Nil et du 6 octobre. Ce sont donc en fait des hauts lieux à la fois du pouvoir et de sa représentation, et aussi donc de sa contestation. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, l'espace, dans le cadre d'affrontements, de révolutions, et plus largement en fait de mobilisation et de manifestation, n'est pas uniquement un cadre passif. Et d'ailleurs, Isabelle, tu utilisais le terme d'actant.
qui est plutôt qui est assez juste en fait, puisque l'espace va être à la fois aussi une ressource ou parfois une contrainte selon les infrastructures, l'aménagement, etc. Et c'est aussi un enjeu important dans le cadre de la Révolution, puisque s'approprier l'espace, c'est mettre un rapport de force vis-à-vis notamment du régime ou des forces de l'ordre. Et à l'inverse, les forces de l'ordre ou le régime cherchent à contrôler ces espaces-là et à empêcher les manifestations, ou tout du moins à les contenir. Et donc c'est vraiment la révolution, il faut la penser comme un peu une lutte des places. Et je vous ai mis ensuite une photo, alors qui est, je ne l'ai pas choisie par hasard, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, des photos de la Révolution, mais elle a été pas mal reprise sur les réseaux sociaux. Parfois même, je l'ai retrouvée dans des clips de chansons révolutionnaires. Certains des interlocuteurs m'ont parlé de cette photo, donc c'est pour ça que je la reprends. Et on voit bien une séparation claire entre les forces de l'ordre et les révolutionnaires. Mais cette séparation-là, elle se fait quand même corps à corps. C'est vraiment, on est face à face et il n'y a pas vraiment de séparation matérielle, de distance entre ces deux groupes. Et moi, ce que je vais vous montrer et ce dont je vais parler en fait plus précisément, c'est comment la sécurisation va construire cette distance et des séparations matérielles pour contrôler, empêcher les manifestations, protéger certains bâtiments politiques et aussi contenir les manifestations, voire les empêcher en fait finalement. Et donc je vais évoquer, alors la sécurisation, ça peut avoir un sens très variable. Moi ici, je vais m'intéresser à tout ce qui est, on pourrait parler en fait de lois qui sécurisent, on pourrait parler des pratiques des forces de l'ordre, voilà, mais ici, je vais parler en fait surtout des infrastructures matérielles. Donc pour ça, et en particulier donc de ces murs. Donc là, vous allez voir, il y a pas mal de photos, donc celle-ci n'est pas de moi. Mais en fait, donc après les batailles en fait, de la rue Mohamed Mahmoud, donc en novembre 2011, l'armée a construit un premier mur tel que celui-ci. Alors celui-ci n'est pas dans la rue Mohamed Mahmoud, mais qui bloque complètement la rue. Et en fait, ça crée une ligne de front entre les forces de sécurité et les révolutionnaires. Il faut savoir que ces murs-là, donc le premier est en 2011, ils se sont multipliés dans la ville et en février 2012, on peut en comptabiliser une douzaine dans le centre-ville, surtout en particulier autour du ministère de l'Intérieur. Ces murs aussi se multiplient encore même dans le quartier de, je vais juste revenir un peu sur la carte, de Garden City, alors qui se trouve ici, vous avez l'ambassade en fait américaine et l'ambassade britannique. Et en fait, il y a eu des manifestations, donc le petit 5 sur la carte, des manifestations autour de l'ambassade américaine contre une vidéo qui montrait le prophète Mohammed, fait par un vidéaste américain. Et ils ont aussi érigé des murs. Donc, vous avez, donc ça, c'est celui plutôt autour du ministère de l'Intérieur. J'ai pris cette photo beaucoup plus tardivement et vous voyez qu'ils ont été maintenus. Donc là, c'est en 2014. Et ça, c'est un mur autour donc, de l'ambassade américaine. Donc, en fait, cette politique, cette mise en place de murs, ici, là, on voit bien qu'en fait, c'était au départ pour protéger et empêcher les révolutionnaires d'atteindre le ministère de l'Intérieur, mais on a bien une diffusion de cette pratique-là et de la construction de ces murs à d'autres contextes, au moins jusqu'en 2013. Donc ça crée cette ligne de front, donc là ici c'est pas vraiment pour l'ambassade américaine une ligne de front, mais en tout cas ça crée surtout sur le long terme et pour le quotidien une partition des espaces publics entre des espaces qui sont sécurisés et contrôlés par les forces de l'ordre et des espaces qui sont considérés comme dangereux et protestataires où les révolutionnaires sont. Et cela crée aussi une fortification pour les bâtiments politiques qui étaient déjà très bien sécurisés, mais du coup, donc, les bâtiments politiques se retrouvent dans l'intérieur qui est dit protégé en fait par les forces de l'ordre et cela crée en fait
un espace entre le bâtiment politique et ce mur qui crée un espèce de no-go zone ou de zone tampon qui permet en fait de repousser ce qui est considéré donc par les autorités comme des risques plus loin que simplement les murs du bâtiment en fait. Et donc vous avez vraiment en fait la constitution de zones entières qui sont plus ou moins vidées en fait autour de ces bâtiments politiques. Plus largement, en fait, vous avez la Constitution en dehors de ces murs de tout un dispositif sécuritaire qui donc repose sur ces murs, qui sont quand même les infrastructures les plus visibles. Mais vous avez aussi des barbelés, des checkpoints, des véhicules de police, etc. Et je reviendrai aussi, alors vous avez aussi sur cette carte la mention de porte. Je vais y revenir un peu plus tard, puisque là, même si cette carte date de 2015, je vous parle surtout en fait des murs qui ont été construits jusqu'en 2013, et je reviendrai après sur leur évolution. Et donc, c'est vraiment en fait à la fois pour protéger ces bâtiments, pour empêcher et contenir les manifestations. Et si vous voyez bien, vraiment, en fait, on a la Constitution. Alors déjà en 2015, ici, là, il y avait déjà des murs qui avaient disparu. Mais autour du ministère de l'Intérieur, par exemple, vous avez vraiment comme la Constitution d'une sorte de compound, ou en tout cas de quartier sécurisé, hein, qui, en fait, du coup, s'étend aux rues qui sont alentours. Et de même pour l'ambassade américaine, il y a tout un quartier maintenant, en fait, qui est complètement encerclé, soit par des murs, soit par des portes aujourd'hui. J'y reviendrai. Bien, alors c'est un petit peu l'idée que le régime va aussi créer une sécurité envers des risques qu'il perçoit comme étant très fluides et mobiles. C'est-à-dire que ce soit les manifestations et bien évidemment dans la rhétorique, il y a aussi la question du risque terroriste qui est évoquée en fait par le régime comme étant une excuse, un prétexte pour sécuriser les espaces urbains. Il faut savoir, donc du coup, en fait, si vous voyez, en fait, on peut parler presque d'un dispositif sécuritaire, voire militarisé, en fait, avec la question que ce soit des barbelés, mais aussi de ces murs qui ont un aspect quand même très agressif. Alors au départ, en fait, c'était vraiment des constructions un peu de fortune, hein. On mettait des gros blocs de béton les uns sur les autres, mais ensuite, on les a renforcés avec des petits loquets de plus en plus. Donc en fait, la construction qui était faite dans l'urgence s'est ensuite un peu perfectionnée et a permis que ces murs aussi durent dans le temps et donc plus longtemps en fait même que la Révolution, puisqu'en fait ces murs-là, on a tenté les révolutionnaires ont tenté de les détruire à plusieurs reprises. Alors, il faut savoir que si je reviens sur la taille de ces blocs de béton, mais voilà, vous avez même à l'échelle deux hommes qui sont à côté, vous pouvez vous imaginer la taille de ces murs et de ces blocs de béton, très lourds en fait à déplacer. Et donc, pour déplacer un bloc, il fallait plusieurs heures. Et du coup, c'est vraiment en fait un jeu de construction, de destruction avec les forces de l'ordre, puisque les révolutionnaires tentaient de les détruire, passaient plusieurs heures à déplacer un bloc de béton, et l'armée pouvait reconstruire ça beaucoup plus vite. Donc dans ce jeu-là, en fait, de construction, de destruction, c'était l'armée qui était en train de gagner. Il y a eu aussi, alors donc, du coup, en fait, c'était vraiment des contraintes pour les manifestations et certaines ces murs-là ont participé en fait à déplacer les manifestations en dehors du centre-ville et plus en périphérie, en plus de toutes les autres infrastructures sécuritaires. Il y a même eu en fait, pour parler aussi des tentatives des habitants en fait envers ces murs pour les détruire, il n'y a pas eu forcément des destructions directes, mais certains d'ONG des droits de l'homme, ou en tout cas des associations de droits de l'homme, ont lancé des recours judiciaires contre ces murs, qui ont bien évidemment été classés sans suite. Il y a eu aussi, donc je vous parlais du quartier Garden City autour de l'ambassade américaine, en février 2012, des manifestations d'habitants contre ces murs.
Et d'ailleurs, en 2014-2015, il y avait encore une banderole sur un des murs pour dire d'enlever le mur qui gênait en fait les pratiques quotidiennes et les déplacements quotidiens. Or, je vous ai dit donc, que ce soit les recours, les manifestations ou encore les tentatives de destruction, elles ont été vaines et ces murs-là sont présents en fait pour certains jusqu'en 2016. Je vais vous parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé au-delà de ces tentatives de destruction, plutôt les appropriations de ces murs, qui sont aussi, pour ce cas-là, en tout cas des graffitis, des appropriations contestataires. Alors, puisqu'il était difficile de détruire les murs, certains artistes ont décidé de faire avec le mur, mais tout en le dénonçant. Donc là, ce que vous avez, c'est une photo du mur en fait que je vous ai montré. Si je reviens, alors ça c'est en 2012, mais si je reviens rapidement, voilà, c'est ce mur-là. Donc qui est maintenu en 2014. On voit plus trop les graffitis. Certains blocs d'ailleurs ont été déplacés et c'est plus les mêmes. Mais donc, ce projet-là, en fait, qui a été lancé par plusieurs graffeurs et artistes qui ont beaucoup travaillé dans la rue, en fait, pendant la Révolution, c'est le projet No Walls, qui a été lancé en 2012. Et le but, comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est de créer des trompe-l'œil pour avoir l'impression que la rue continue. Donc, c'est une sorte un peu de résistance par l'imagination et surtout aussi leur idée, en fait, c'était aussi de créer des événements quand ils ont... parce que forcément, quand un artiste était en train de peindre dans la rue, ça créait aussi des attroupements. Et le but aussi, c'était de regrouper les gens autour de ces murs pour pouvoir en parler. Et également aussi, comme l'a mentionné l'un des artistes avec qui j'ai pu parler, d'en parler aussi sur leurs réseaux sociaux, en fait, pour pouvoir les dénoncer au-delà même de la performance artistique ou même de l'œuvre artistique, en fait. Alors, certains ont pu parler d'ailleurs par rapport par rapport aux tentatives de destruction d'intervention soft ou douce, puisque ça ne les détruisait pas complètement. Donc ça, c'est Stryker et Omar Nagati qui ont fait un ouvrage aussi sur la sécurisation qui en parle en ces termes-là. Donc ça, c'était en 2012 et il en restait pas grand-chose encore quand je suis venue au Caire en 2014 et 2015, en tout cas pas ces trompe-l'œil-là, même si le mur, du coup, restait. Par contre, ce que j'ai pu... alors là, ça, c'est un autre exemple, c'est pour dire aussi qu'il y avait... ces murs-là n'ont pas été appropriés que par des grandes fresques murales, hein, mais aussi par des graffitis un peu plus petits. Mais en fait, par exemple, là, le grand que vous avez au milieu, avec toutes les têtes, c'est contre le harcèlement sexuel. Donc, que ça pouvait aussi être les supports d'autres revendications critiques, dénonciations, autres que simplement critiquer le mur lui-même. Donc ça, c'était encore présent quand j'y étais. Mais alors là, ce mur-là, donc c'est en 2014 et en 2015 que j'ai pu observer. Donc là, en fait, on est dans la même rue avec le mur. Alors, elle est un peu floue, hein, je suis vraiment désolée, j'ai voulu agrandir. Mais en fait, vous êtes donc dans la même rue avec le même mur, hein, que je vous ai montré précédemment. On voit encore le graffiti avec la tête jaune au fond. Mais on voit l'installation en fait de parking informel. Parce qu'en fait, ces murs créaient des cul-de-sac. Et il faut savoir que quand on parle aussi, enfin, en tout cas en 2015, quand je parlais avec des habitants du quartier, une des choses qu'ils critiquaient beaucoup, qui n'a rien à voir avec la révolution ou avec la sécurisation, c'était le manque de parking et de places de parking. Et donc on voit que en fait, le mur, qui est quand même un élément sécuritaire très contraignant, a pu devenir aussi une ressource pour certaines activités, notamment créer ces parkings informels. Alors, c'est surtout là des pratiques d'adaptation, de négociation de son espace que, par exemple, aussi Asef Baya, si vous connaissez, dans Life as Politics, parle d'empiètement tranquille, donc référence qui est très importante à mon avis. Et là, on voit bien que ce cas-là entre complètement dans cet empiètement tranquille des murs. Et finalement, en fait, le fait qu'il y ait ce mur-là, mais sans forcément de sécurité autour, alors il y en a derrière, par exemple, puisqu'en fait, il se suffit à lui-même pour contraindre les circulations,
a permis en fait aussi certaines activités et le développement en fait de ces parkings, et notamment en fait même en dehors de ces parkings-là informels qui sont aussi donc gérés par certains hommes où il faut les payer bien évidemment, mais il y a pu avoir aussi certains habitants qui m'ont dit bah, moi je peux garer plus facilement ma voiture parce que la rue était barrée et qu'ils habitaient juste à côté. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir, où les gens aussi s'adaptent énormément par rapport à la situation. Néanmoins, quand même, hein, si je vous mentionne ça, c'est un exemple. Ce qui primait en fait quand même dans les entretiens, dans la vie quotidienne des gens, c'était la contrainte, enfin les contraintes, notamment l'idée que fallait faire de grands détours en fait pour se déplacer. Donc ça contraignait pas seulement les manifestations, et en plus en 2015, on a vraiment peu de manifestations, en tout cas dans le centre-ville. Et, et donc, en fait, c'était quand même l'idée de tous ces détours qui prenaient du temps, l'idée aussi d'un sentiment, en fait, d'insécurité lié à ces murs, puisque la sécurisation crée, en tout cas, de la sécurité pour les institutions, mais pas pour les gens. L'impression de se déplacer dans un espace très militarisé, très fortement. Néanmoins, en fait, ça faisait donc rupture aussi donc, avec ces flux quotidiens, et ça donnait aussi le sentiment d'être dans un état encore d'exception lié à la Révolution. Ce sentiment d'exception, en fait, il a été aussi un peu, je pense, partagé par les autorités qui ne voulaient pas aussi maintenir cet état d'exception dans le centre-ville, et qui voulaient remettre en place, en tout cas, recréer des flux quotidiens normaux, et donc recréer une sorte de retour à la normale à la suite de la Révolution. Et donc, on voit très vite qu'à partir de 2014, certains des murs ont été remplacés par des portes, comme celle-ci. Alors, vous voyez, c'est une porte où il y a une ouverture pour les voitures et 2 ouvertures sur les côtés pour les piétons. Alors il y avait celle-là qui est dans une rue assez passante, mais vous aviez aussi la rue Asralaini dont je parlais, qui mène à la place Tahrir, où il y avait avant un mur, et où ça contraignait énormément les circulations, puisque la place Tahrir reste un carrefour automobile quand même très important, et même piétonnier. Et donc on voit bien qu'en fait ces portes-là contribuent en fait à une sécurisation des espaces, mais à une sécurisation qui est plus flexible par rapport aux risques perçus par les autorités. Notamment, ces portes-là sont plus adaptables aux différentes situations. Elles étaient ouvertes le jour, par exemple, pour laisser la place aux circulations quotidiennes, mais souvent fermées la nuit, et fermées quand on était autour des jours de commémoration de la Révolution. Donc, par exemple, autour du 25 janvier ou du 30 juin aussi. Donc, pour ça, en fait, on voit que les autorités peuvent activer ou désactiver la fermeture de ces portes, la sécurisation, en fait, selon l'intensité du risque perçu. Et ça permet aussi, peut-être, moins de critiques et de résistance, puisqu'elles sont moins considérées comme étant des supports, comme les murs ont pu l'être de contestation. Elles ont un aspect déjà plus urbain, moins agressif, peut-être. Et en fait, certains des habitants me disaient qu'ils s'étaient habitués à ces portes et qu'ils les oubliaient même, presque. Alors, parce qu'on pouvait quand même passer en voiture ou à pied, alors que les murs, en fait, ça bloque et il n'y a pas de choix, et on ne peut ne faire que tomber dessus, en fait. Et c'est vraiment, en fait, l'idée qu'il y a eu un peu une atténuation visuelle de la sécurisation, matérielle de la sécurisation, même si en fait dans les faits, peut-être que la porte est encore plus efficace puisqu'on l'oublie, mais qu'on peut l'utiliser plus rapidement et la fermer dans d'autres cas. C'est aussi, alors on le voit, elles sont peintes aux couleurs du drapeau égyptien. On a un peu ce camouflage patriotique qui était perçu par certaines personnes avec qui j'ai fait des entretiens comme étant une récupération nationaliste, du sentiment patriotique qui s'était très bien manifesté pendant la Révolution parmi les révolutionnaires.
Alors, vous aviez donc ça, c'était des portes qui sont restées certaines jusqu'en 2016. Celle-ci est encore présente aujourd'hui. Mais par contre, donc certains des murs sont restés jusqu'en 2016, mais beaucoup ont été aussi, alors, pardon, oups, ont été aussi détruits progressivement. Alors, je voulais montrer cette photo-là parce qu'en fait, c'était un mur qui était en train d'être détruit progressivement par les autorités pour pouvoir remettre en place une circulation dans cette rue. Alors, tout d'abord parce que ils étaient en train de construire une autre porte derrière, donc ils allaient pouvoir enlever le mur. Et parce que aussi, à terme, ces portes-là ne sont enfin, celle-ci n'a jamais été construite entièrement et certaines portes ont même été enlevées très rapidement, puisque en fait le ministère de l'Intérieur, qui était l'institution principale la plus sécurisée en fait, qui était vraiment entourée de murs, a été déplacé en périphérie du Caire, à New Cairo. Alors attention, c'est pas la nouvelle capitale encore, c'est un quartier qui est en périphérie, mais qui reste au Caire, dans le Grand Caire en tout cas. Et donc, ce ministère-là a été déplacé. Alors, je dis que ce n'est pas la nouvelle capitale, puisque de toute façon, à terme, la sécurisation avec ces murs-là, etc., n'aurait plus de sens et de fonction, puisque à terme, les institutions politiques sont amenées à être déplacées dans la nouvelle capitale, qui est en construction depuis 2015 et sur laquelle on pourra revenir éventuellement dans les questions, dans la discussion. Et donc, en fait, on voit que la marginalisation un peu politique du centre-ville, les déplacements des institutions, va contribuer en fait à éventuellement ce qu'il y ait une désécurisation matérielle dans le centre-ville. Néanmoins, il faut mentionner l'idée qu'il y a quand même encore aujourd'hui les murs autour de l'ambassade américaine sont encore présents. Et surtout, si cette sécurisation-là paraît moins évidente, elle est quand même très présente encore dans le centre-ville par le biais de checkpoints, de contrôles policiers, etc. Donc en fait, c'est pas forcément cette l'euphémisation matérielle par les portes ou par le fait qu'on enlève les murs, on les détruise, que la sécurisation, ou en tout cas la tension sécuritaire qui existe dans le centre-ville s'efface. Alors, je disais donc qu'il y avait certains murs, en fait, surtout donc, autour de l'ambassade américaine qui ont été maintenus pour sécuriser en fait cette ambassade et aussi parce que c'est des espaces qui sont quand même moins de circulation, des passages obligés de circulation dans le centre-ville. Et on peut voir d'ailleurs, alors ça c'est tout à fait récent, que ces murs, donc là c'est autour de l'ambassade américaine, ont été donc récemment en 2020 décorés par des étudiants en art avec des hiéroglyphes. Donc toujours un peu, alors j'ai pas forcément plus d'informations sur comment ça s'est fait. Donc là je vous avouerai que c'est des sujets aussi que j'aimerais bien creuser, mais en tout cas, on voit qu'il y a une sorte, voilà ce que je disais, féminisation symbolique, matérielle, un peu d'atténuer cet aspect agressif aussi par le biais de ces initiatives. Donc ça, c'est des étudiants en arts, mais vous avez aussi, alors ça, c'est fait par aussi le gouvernement. Ce que vous ne voyez pas forcément, mais en fait, donc toujours, hein, c'est l'hiéroglyphe, donc le fait qu'on s'affilie, ou en tout cas, on s'inscrit dans un passé glorieux égyptien, de l'Égypte antique, pharaonique, etc. Mais vous avez aussi, en fait, vous ne voyez pas forcément, mais il y a le logo de la parade des momies. Sur ce mur. Alors la parade des momies, c'est donc en fait le 3 avril de cette année 2021, les momies qui étaient dans le musée national égyptien qui se trouve place Tahrir ont été déplacées vers un nouveau musée, le musée national de la civilisation égyptienne, qui est à Fustat, donc plus au sud au Caire. Et il y a eu tout un événement autour, une grande parade où toutes les rues étaient fermées juste pour laisser passer les momies, avec des
une référence en fait à l'Égypte antique constante. Alors là, vous avez une capture d'écran de la vidéo qui a été prise en fait lors de cette parade-là, où il y avait voilà, toute une mise en scène autour même de ces murs. Et donc, voilà, on est encore... il y a à la fois une récupération dans d'autres contextes de ces murs qui sont autres que sécuritaires et où on peut se poser la question de ce qui reste, même s'il en reste peu, il en reste 4 à peu près, 3 ou 4, sont utilisés à d'autres fins que sécuritaires. Mais en même temps, ce que je disais, la sécurisation passe par d'autres moyens dans le centre-ville. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère n'avoir pas été trop longue. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation qui était vraiment très, très intéressante et surtout avec les photos, ça a vraiment permis à bien visualiser tes différents propos. Alors, dans ta présentation, nous avons effectivement beaucoup parlé de barrages, de checkpoints, de murs qui ont été, comme tu l'as justement dit, mis en place par des militaires, donc plutôt avec une approche de la sécurisation par le haut. Est-ce qu'il y a également eu des initiatives qu'on pourrait qualifier peut-être d'une sécurisation par le bas, c'est-à-dire peut-être des comités populaires de certains quartiers qui ont aussi essayé justement de créer des barrages face à ces militaires et en fait inverser un peu le rapport de force? Oui, alors tout à fait. Alors, pas moins dans la période, enfin plus dans la période en tout cas où j'ai fait mes recherches. Par contre, pendant la période révolutionnaire, il faut aussi savoir que la police s'est retirée des rues. Stratégie un peu du chaos de la part de Moubarak, qui espérait que justement sans police, ça crée beaucoup de chaos. Et donc ça, c'est dès janvier 2011. Et les habitants de certains quartiers se sont justement organisés en comité populaire pour organiser en fait la sécurité de leur quartier contre éventuellement s'il y avait des pillages ou ce genre de choses. Et on voit bien que, alors avec des moyens moindres que des blocs de béton, mais il y avait aussi la mise en place de checkpoints avec le contrôle d'identité pour savoir qui rentrait dans le quartier par en fait ces habitants de ces quartiers. Et puis l'installation, alors quand même l'installation de barrages avec des barrières que l'on trouvait ici ou là, des poubelles, etc. Parfois, certains révolutionnaires, enfin certains habitants de ces quartiers, pardon, se sont aussi armés, etc. Donc il y a vraiment l'idée aussi de produire sa propre sécurité dans ce contexte-là. Mais c'était vraiment au tout début de la Révolution et ça a été un phénomène pour montrer que les gens savaient s'organiser aussi sans l'État ou en tout cas sans la police. Ensuite, il y a aussi, alors il n'y a pas forcément que dans les quartiers autour du centre-ville, mais aussi pendant l'occupation de la place Tahrir. Cette place-là a été entourée effectivement par des tanks de l'armée, mais vous aviez aussi des comités de sécurité organisés par les révolutionnaires qui géraient en fait l'entrée sur la place Tahrir, qui vérifiaient aussi les pièces d'identité pour voir s'il n'y avait pas forcément des policiers ou des gens proches du gouvernement qui pouvaient rentrer sur cette place. Donc il y a ça, il y a aussi, on a beaucoup parlé aussi pendant la Révolution du rôle des ultras, notamment dans donc les ultras, pardon, oui, pour expliquer, c'est des membres de groupes de supporters d'équipes de foot, que ce soit El Ahly ou Zamalek, et qui ont une expérience assez forte d'affrontement avec les forces de l'ordre et qui savaient s'organiser, mais qui savaient s'organiser en fait pour les affrontements, mais aussi pour organiser la sécurisation, quoi, enfin la sécurité de certains espaces. Et enfin, il y avait aussi, alors là, c'est justement, je parlais du harcèlement sexuel en parlant d'un des graffitis, il y avait aussi des patrouilles, des groupes qui se sont organisés contre en fait le harcèlement sexuel. Donc voilà, il y a des initiatives en fait qui viennent de la part des révolutionnaires ou d'habitants, etc. Enfin de groupes assez précis. Et ce qu'on voit qu'en fait, c'est que pendant la Révolution, oui, il y a une perte
du monopole étatique en fait dans la production de la sécurité, quoi. C'est plus uniquement les forces de l'ordre, on voit qu'il y a une multiplication d'acteurs qui prennent ce rôle et qui produisent, qui essayent de créer de la sécurisation, voire de la sécurité, ce qui sont des choses différentes. En l'absence en fait de l'État, ou en tout cas en l'absence de la police ou de l'inefficacité de la police, ou alors parce qu'en fait, oui, la menace vient justement de ces forces de sécurité, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Tu nous as parlé aussi, d'une certaine manière, déjà un peu de la réappropriation des espaces ou de l'utilisation, du moins, des espaces urbains par les habitants. Est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'espace public? Parce que lorsqu'on regarde les différentes photos que tu nous as montrées, on a quand même l'impression que toute activité est vraiment surveillée et très contrôlée. J'ai lu dans ton papier qui a été publié et qui est accessible en ligne que même les vendeurs de rue qui avaient quand même qui se sont beaucoup multipliés depuis la Révolution, ils n'avaient plus le droit de circuler et de vendre leurs biens. Donc, comment tu analyses tout cela? Alors, je dirais, je vais dire deux choses. Concernant l'espace public, c'est-à-dire complètement ouvert, qui permet aussi la liberté d'expression, etc., c'est quand même un idéal qui n'est jamais complètement réalisé, puisqu'en fait, dans l'espace de la rue, tous les publics ne sont pas forcément acceptés. Que ça soit en fait même la question en France avec les manifestations, etc. On peut discuter ce terme-là pendant très longtemps, et je pense que il faut voir que il y a plutôt des phénomènes de publicisation ou de dépublicisation de ces espaces-là. C'est plutôt des processus qu'il faudrait analyser, plutôt que de dire ça c'est un espace public, ça n'en est pas un, etc. Donc je pense que ça c'est important. Et effectivement, dans le cas, en fait, je ne l'ai même pas mentionné, mais pour la notion d'espace public et donc de pouvoir s'exprimer, c'est aussi les lois qui jouent. En Égypte, la loi de 2013 qui interdit les manifestations, ça s'applique pas forcément, ça s'applique pas que dans le centre-ville, ça s'applique à tout le pays. Donc effectivement, parler d'espace public, en un sens, ça dépend quels sont les critères qu'on donne. Politiquement, c'est compliqué, oui, si on prend la dimension politique de l'espace public. Pour ce qui concerne donc les vendeurs de rue, en fait, il faut savoir que ces vendeurs de rue, donc activités aussi informelles qui se sont beaucoup développées, le nombre de vendeurs de rue dans le centre-ville du Caire a explosé pendant la Révolution, puisqu'il n'y avait pas de contrôle. Effectivement, ils ont été tous plus ou moins évacués du centre-ville. Et parfois, on essayait de les déplacer dans des marchés fermés, régulés, etc. Je pense que c'est parce qu'il y a vraiment l'idée aussi, au-delà de la sécurité, de remettre en ordre le centre-ville et de revenir un état à la normale, qui passe par en fait nettoyer aussi ce centre-ville. Et ça dépend aussi quel type de centre-ville on veut. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans le centre-ville, il y a tout un processus de gentrification qui se passe, donc toutes les activités informelles qui ne rentrent pas avec l'idée de modernité, par exemple, sont évacuées du centre-ville. Et c'est aussi la volonté d'attirer de nouveau les touristes en Égypte plus largement, bien évidemment, mais il y a eu quand même une grande baisse du tourisme pendant et après la Révolution. Donc je pense qu'il y a un peu cette idée aussi de nettoyer plus largement le centre-ville, et c'est pour ça qu'en fait, paradoxalement, les murs embêtaient aussi, puisque certes, outils qui permettaient d'empêcher toute circulation, mais qui n'allaient pas avec l'idée aussi de ce centre-ville où on accueillerait des touristes, qui auraient une image de modernité, etc. Donc je pense que ça était aussi vraiment une volonté de la part des autorités de les enlever, en fait. Donc voilà, et oui, plus largement, pour les parkings informels aussi, pour parler d'autres activités informelles, ces parkings-là, donc, parce que les murs ont disparu, mais elles ont même été évacuées avant la disparition des murs, la destruction des murs, puisqu'en fait, il y a eu un parking qui a été créé, Place Tahrir, qui est très sécurisé aussi.
Et donc, on a évacué tous ces parkings informels autour de la place Tahrir dans le centre-ville. D'accord. C'était peut-être aussi un moyen tout simplement d'effacer un peu la mémoire de la Révolution, non? Oui, tout à fait. Enfin, pour les murs, bah justement, ce qui était, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais le fait qu'il y ait aussi eu les graffitis dessus inscrivait les murs à la fois dans cette géographie de la sécurisation, mais aussi une géographie révolutionnaire, contestataire, et donc inscrivait ces murs dans la mémoire de la Révolution. C'est pour ça qu'aussi c'est plus facile d'oublier les portes, puisqu'elles sont arrivées après. Elles sont moins liées à des souvenirs en fait, d'affrontements, etc. Alors que les murs, en fait, sont complètement intégrés à, à cette mémoire révolutionnaire. Hein. Et d'ailleurs, voilà, c'était mentionné beaucoup dans les entretiens. Voilà, j'ai écouté ta présentation avec beaucoup d'intérêt et moi-même, je suis née en Allemagne de l'Est, donc voilà, j'ai aussi une expérience de mur et donc franchement, quand j'ai vu ces photos, je n'ai pas pu m'empêcher de songer justement à d'autres exemples, pas forcément tirés du Moyen-Orient, même si on peut aussi penser au mur qui sépare Israël et la Palestine. Mais on peut aussi penser au mur qui a séparé Berlin ou encore à l'exemple de Belfast, par exemple, qui m'est venu à l'esprit parce que justement, à Belfast, on voit encore aujourd'hui ces murs persister hein, de taille variable et qui sont en fait vraiment venus s'implanter en fait dans la géographie des habitants de cette ville qui constituent des démarcations vraiment symboliques et physiques fortes. Est-ce que tu penses qu'on peut là faire un parallèle entre ce qui existe encore ou ce qui a existé ailleurs, de Berlin à Belfast, à Jérusalem, ou d'autres exemples qu'on pourrait citer de ce type de sécurisation ou des peace walls, comme on les appelle justement en Irlande du Nord? Oui, alors, pour la comparaison, bah, c'est toujours un peu, voilà, il y a des... Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai lu la littérature sur oui, les murs de la paix ou Peace Lines qu'il y avait à Belfast, parce que ça m'a aidé un peu à penser mon sujet. D'ailleurs, c'était la thèse de Florine Balif hein, sur cette question qui m'a beaucoup inspirée et aidée dans mes travaux. Et oui, donc en fait, ces peace lines étaient entre des quartiers majoritairement protestants et des quartiers majoritairement catholiques. C'était à la fois en fait au départ un appareil policier hein, de maintien de l'ordre et aussi pour éviter les affrontements, les violences entre différentes communautés. Et c'est vraiment devenu un objet de politiques urbaines en fait. On le voit parce que les acteurs ont changé, c'est plus la police qui s'en occupait, mais c'était vraiment des acteurs de l'aménagement. Il y avait aussi un changement matériel, physique de ces murs-là. Ils étaient modifiés avec des graffitis aussi, des murs végétalisés. Donc l'idée en fait aussi de suivre un peu ces changements aussi dans les murs, ça m'a beaucoup aidé à penser du coup à ce qui se passait en fait dans le centre-ville. Par contre, je pense qu'on est dans deux situations différentes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Belfast, on va séparer différentes communautés et des quartiers d'habitation. Presque, ça devient presque de la ségrégation, en fait, pour ça. Alors qu'ici, en fait, au départ, on était peut-être dans une logique de ligne de front, mais ensuite, c'est vraiment devenu cette extension de fortification autour des bâtiments politiques. Et donc, la séparation se fait entre les gouvernés et les gouvernants et les forces de sécurité quoi, qui les représentent, par exemple. Et donc, en fait, je pense que dans le cas des murs, et c'est dans le centre-ville du Caire, et c'est pour ça qu'aussi on voulait les enlever, c'est que c'est resté, en fait, dans une logique d'exception, de conflit, même s'ils ont duré longtemps, plusieurs années, et moins un outil qui devient un outil de pacification des sociétés. Ce qui est un peu plus le cas, par exemple, utilisé à Belfast, je dirais. Là, vraiment, en fait, c'était plutôt rester dans une logique de conflit, de sécurisation, de protection, plutôt que de pacification. Et ce que je racontais, c'est que oui, la pacification aussi, je pense, du centre-ville aujourd'hui, passe plus par une marginalisation politique du centre-ville, avec le déplacement de ces institutions politiques vers des périphéries ou vers la nouvelle capitale.
Voilà, et donc on peut peut-être parler un peu plus de la nouvelle capitale après. Oui, donc en gros, dans le cas égyptien, c'est plutôt l'État et ses institutions qui se protégeraient de sa population, pour ainsi dire. Et j'aimerais peut-être revenir un peu là-dessus parce que tu parlerais justement, ou tu parlais dans ta présentation de menaces fluides. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus en fait? Ou est-ce que toi, tu vois les menaces en fait, ou les perceptions que le régime égyptien a des différentes menaces? Et en quoi ça justifie justement les différents emplacements de murs que tu nous as montrés sur ta carte? Bah, en fait, c'est toujours la différence entre. En fait, il y a le risque perçu, hein, qui n'est pas forcément réalisé, la menace réelle ou le danger réel, en fait le prétexte aussi qu'on va utiliser pour justifier ça. Je pense qu'en fait, on est vraiment. Donc, le début, en fait, la mise en place de ces murs, c'était vraiment l'idée de la destruction matérielle de ces institutions, de ces bâtiments politiques, les affrontements avec les forces de l'ordre, etc. Donc, oui, il y avait cette question du risque qui est très percevable et en même temps réelle pendant la Révolution pour les autorités, bien évidemment. Parce que si, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que pour qui on produit de la sécurité, voilà, ce que je disais aussi, c'est qu'on produit de la sécurité pour ces bâtiments politiques, mais de l'insécurité pour les habitants. Et donc, en fait, la justification après du terrorisme, etc., qui est une justification moins. Enfin, qui a plus, ce que je disais, un prétexte, en fait, une justification qui est moins basée sur des risques réels. Après, je ne m'intéresse pas forcément sur la réalité du risque aussi. Par contre, ce qui était assez intéressant dans la perception des risques, c'est que bon, certains, donc des habitants, pouvaient dire que ça augmentait leur insécurité dans leur vie quotidienne. Mais pour d'autres, parfois ils avaient les deux en même temps, enfin les deux justifications en même temps, mais pour d'autres, c'était vraiment que c'était le régime qui montrait sa peur. Plus que l'idée qu'ils étaient sûrs d'eux, etc. Donc, en fait, sur cette question-là, oui. Après, je pense que la question du risque fluide, c'est ce que je dis, c'est que, en fait, c'est plus facile de contrôler, par exemple, des périphéries ou la nouvelle capitale, parce qu'on ne va pas forcément s'y rendre pour n'importe quoi, alors que dans le centre-ville, c'est un passage obligé pour plein de choses. Que ça soit pour faire du shopping, pour les cafés, pour éventuellement toutes les démarches administratives, etc. Et donc, on ne peut pas contrôler qui vient. Le nouveau ministère de l'Intérieur, bon, il se trouve autour de l'autoroute. Il n'y a pas de raison d'être autour si on ne s'y rend pas pour aller faire quelque chose, quoi, pour y travailler. Donc, la fluidité en fait, de ce risque-là, c'est l'idée que, en fait, il y a des circulations quotidiennes constantes qui est difficile de contrôler et c'est difficile de savoir qui va, pour les autorités en tout cas, poser un problème ou pas, en fait. Distinguer ça. Je pense que c'est pour ça aussi. Mais tu dirais quand même que ce projet que tu as mentionné, donc je rappelle qu'Al-Sisi a lancé en 2015 de cette nouvelle capitale, c'est un projet pharaonique avec effectivement cette nouvelle ville qui, dès ses premières étapes, a vu s'implanter des millions de capteurs et de caméras. Est-ce que tu dirais que ça procède en fait de la même logique sécuritaire ou pas du tout, c'est autre chose? Bah, si, moi je le lis comme ça. Je pense que bon, y a plein de logiques, hein. L'idée de développer le pays par l'aménagement, la question aussi de se légitimer aux yeux de la communauté internationale, l'idée de modernité, bien évidemment, plein de choses. Mais effectivement, en fait, la nouvelle capitale, ce sera un environnement complètement contrôlé. Pour la question des caméras, par exemple, c'est parce que c'est considéré, alors c'est justifié comme étant une smart city, hein, pour la question des mobilités, etc. Bien évidemment qu'en fait, on peut utiliser les caméras pour d'autres raisons et sécuritaires, répressifs, etc. Et puis en plus, c'est un espace où justement, enfin, il sera difficile de s'y rendre comme ça en fait. Alors il faudrait déjà qu'il y ait des logements qui soient disponibles et peu chers pour certaines catégories de population. Mais du coup, c'est l'idée en fait, oui,
d'avoir un environnement qui est complètement contrôlable et contrôlé, en fait, autour de ces bâtiments politiques, administratifs, ambassades, etc. Donc, oui, bien évidemment, il y a cette question-là. Ouais. Pour moi, faut le lire comme ça, en fait. Et que la marginalisation politique du centre-ville vient du fait que c'est plus difficilement contrôlable aussi, comme espace. Ouais. Et je l'ai dit aussi dans mon introduction, bon, on va dire, ça fait référence également à ce projet de la nouvelle capitale du Caire. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de pays européens qui ont été épinglés en juillet 2018 par un rapport de la Fédération internationale pour les droits humains et plus particulièrement la France, hein, parce que justement la France a livré du matériel militaire et de surveillance à l'Égypte, comme notamment des drones Safran pour le contrôle des foules, mais aussi Thales a livré des équipements en termes de caméras de surveillance. Donc comment analyses-tu cette situation-là en fait? Quel rôle ou quel rôle incombe en fait à la France et peut-être au-delà aussi à l'Allemagne dans cette politique en fait de répression qu'on voit se mettre en place en Égypte contre en fait la population égyptienne? Alors, du coup, bon, je ne suis pas du tout une spécialiste. Je connais bien le rapport, hein, mais je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions-là, donc sans forcément l'analyser en tant que chercheuse, je pense qu'il y a quand même Enfin, il y avait les véhicules... En fait, ce n'est pas nouveau, hein, déjà. Les véhicules qui ont été utilisés de police, qui ont été utilisés pendant la Révolution étaient français. Donc, il n'y a pas que aussi tout ce qui est technologisation de la sécurité, hein, il y a aussi des choses assez banales hein, qui se font comme échange. Après, de fait, pour être franche, il y a quand même une forte contradiction entre les politiques économiques d'exportation de toute cette technologie, des armes, etc., qui suivent donc en fait, ouais, c'est des impératifs plutôt diplomatiques, économiques, etc. Là, je n'entrerai pas du côté de la France parce que je n'ai pas forcément d'analyse dessus. Et les discours sur les droits de l'homme, notamment d'Emmanuel Macron quand il va en Égypte. Enfin, clairement, il y a une forte contradiction entre les deux et un problème. Donc, voilà, je dirais juste ça parce qu'après, c'est vraiment pas. Je m'intéresse vraiment pas à ce genre de choses. Je pense que c'est un rapport qui est déjà très courageux et très intéressant de l'avoir fait. Et j'invite des gens à le lire éventuellement pour ça. Voilà. Bien. Merci beaucoup Laura d'avoir répondu à mes questions. Je vais désormais passer aux questions du public puisqu'il y en a pas mal. Alors, je vais prendre d'abord la question de Salomé Déo qui voudrait savoir si tu as connaissance d'opposition au moment même de la construction de ces murs. Est-ce que vous avez des détails sur comment ils ont été pensés dans l'urgence ou est-ce que c'était plutôt pressenti? Alors, toujours compliqué de savoir la stratégie, hein, parce que je vais pas faire d'entretien avec eux. Enfin, quelle était la stratégie derrière? Est-ce que ça a été fait dans l'urgence? Parce que oui, il y a forcément dans l'urgence, dans le sens où les premiers murs, c'était ça en fait. Enfin, c'était après des affrontements, on construisait un mur. Donc, et ensuite, comme j'ai dit, on commençait un petit peu à les renforcer par des loquets, etc. Maintenant, je n'ai pas les coulisses, en fait, c'est ça la chose, de la construction de ces murs. Donc, c'est hyper complexe de répondre quelle était la réelle stratégie. On peut justement l'extrapoler par rapport à comment ça évolue. Hein. C'est comme je dis, que ces murs-là, en fait, ne plaisaient pas non plus aux autorités, hein, puisqu'on les enlève au bout d'un moment. Mais voilà, j'ai pas les tractations, des choses comme ça. Pour la question des oppositions, c'est venu très très vite avec l'idée que les révolutionnaires, quand je parlais des tentatives de destruction, c'est venu très vite en fait d'essayer de détruire ces murs-là. Il n'y en avait pas après le temps que on s'organise, mais ça va vite parce qu'en fait, si on regarde, le premier mur sortait en novembre 2011, on a les premières contestations d'habitants en février 2012, donc ça va assez vite, quoi. Mais au moment de la construction, c'est-à-dire, oui, peut-être des oppositions, enfin des affrontements pendant que c'était en train d'être construit. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre. Je pense que ça devait être déjà bien sécurisé autour du mur pendant qu'ils le construisaient. Ça, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Laura. Elle a une deuxième question pour toi, surtout qui revient un peu à ton introduction.
et à la difficulté que tu nous as décrite de naviguer en fait dans le centre-ville du Caire avec ta carte touristique. Elle souhaite savoir ce qu'il en est aujourd'hui des relations entre tourisme et sécurisation. Ces quartiers très sécurisés sont-ils aussi touristiques? Une fréquentation touristique de ces murs est-elle développée en relation avec les fresques notamment et les graffitis, j'imagine? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en tout cas, il n'y a pas un tourisme autour des 6 murs. Donc, comme j'ai dit, la plupart ont été aujourd'hui détruits, hein, à part celui autour de l'ambassade américaine. Par contre, c'est vrai que, alors pareil, encore une fois, hein, ce n'est pas mon sujet le tourisme, mais il y a eu quand même une augmentation du tourisme en général. Et moi, de ma propre expérience, de voir, il y avait beaucoup plus de gens dans le centre-ville aussi, puisqu'en fait, le tourisme qui s'est maintenu un petit peu, même s'il a quand même bien diminué après la Révolution, c'est le tourisme en fait de croisière ou en fait un peu par archipel, c'est-à-dire on est dans son hôtel, on est emmené aux pyramides et puis on revient dans son hôtel. Donc du coup, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'en 2014-2015, il y avait peu de touristes dans le centre-ville qui se baladaient juste en fait. Et là, beaucoup plus. Donc je pense que non, par contre, je pense que la sécurisation est plus un problème d'image pour les autorités qui ne veulent pas avoir ça forcément auprès de touristes. Je pense que c'est aussi justement hein, l'idée qu'on ne se sent pas en sécurité dans un espace trop sécurisé doit jouer aussi pour les touristes. Mais en tout cas, pas du tout de relation avec ces murs-là. Et les fresques, il n'y en avait pas que sur les murs, il y en avait aussi rue Mohamed Mahmoud, mais elles ont été pratiquement toutes effacées. Il en reste très peu. Donc il n'y a pas vraiment on ne va pas avoir un tour comme on peut avoir à Paris du street art, quoi. Enfin, en tout cas, dans le centre-ville, c'est pas vraiment ce qui est prévu dans le centre-ville. Mais ce serait intéressant de voir si il n'y a quand même pas eu quelques personnes qui ont essayé de mettre en place ça, je ne sais pas pour le coup. Voilà. Très bien, merci Laura. Il y a aussi une question qui nous pose Damien Carrière du série. Il voudrait savoir quel rôle, s'il y en a, à la sécurité privée au Caire et dans quelle mesure peut-on parler au Caire d'un continuum? D'un continuum entre du coup sécurité privée et publique, enfin public en tout cas, ouais. Alors, oui, pour la sécurité privée, en fait, ça va être souvent mandaté par les autorités. Quand je parlais du parking de la place Tahrir, il y a une compagnie de sécurité privée au niveau du parking. Il y a aussi, depuis, en fait, 2019, la compagnie Falcon, qui est postée sur la place Tahrir, qui est très liée au service de renseignement. Et donc, effectivement, il y a une collusion entre ces compagnies de sécurité privée, surtout qu'en plus, parfois, c'est des anciens militaires hein, qui créent ces compagnies de sécurité privée. C'était Nina Abaza qui parlait de ça pour aussi les centres commerciaux. Donc, il y a aussi les lieux privés insécurisés. Hein, et donc, oui, on pourrait parler d'un continuum. Je ne suis pas forcément... Enfin, je pense qu'il y a des collisions, je pense qu'il y a aussi des continuités en termes de parcours. Et que, oui, après, je pense que la sécurité privée, effectivement, en tout cas celle qui est place Tahrir, est très liée à ce qui se passe aux autres acteurs de la sécurité. Il pose une deuxième question. Est-ce que les gens font le lien avec les murs cerclant les quartiers riches, s'il y en a? C'est-à-dire, est-ce que les habitants eux-mêmes Oui. feraient le lien avec les murs? Je suis en train de réfléchir et de revenir sur les entretiens. Concernant les murs, pas tant que ça. Par contre, c'était plutôt justement en termes de parallèle. C'était plutôt justement Berlin, Bagdad avec la Green Zone. Et tout ce qui était voilà, bunker. Quelqu'un disait qu'eux-mêmes se mettaient sous siège. Donc voilà, donc c'était plutôt ça, en tout cas dans la vie de tous les jours, ça parlait moins un peu. Et en fait, il faudrait voir aussi parce que c'est aussi lié aux personnes avec qui je faisais des entretiens. C'est des personnes qui habitent le centre-ville.
qui était aussi très lié à la Révolution, etc. Donc, en fait, c'est aussi des personnes qui ont une habitude de contester et qui ont réfléchi aussi un peu à l'idée de colonisation par le biais de cette sécurisation. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup aussi de comparaisons sur l'idée que le gouvernement colonisait les espaces, dépossédait les habitants de leurs espaces, quoi. Donc, il y avait un peu cette idée-là. Et donc, au jour le jour, beaucoup moins sur la comparaison. Salam a encore une question par rapport à la nouvelle capitale qui se construit donc pas loin du Caire. Est-ce que c'est d'un point de vue urbanistique une bonne idée ou pas selon toi? Oula. D'un point de vue urbain, est-ce que c'est oui, non, non. On est en plein désert. La question, en fait, ça c'est vrai que j'ai pas mentionné, une des justifications aussi de cette capitale, c'est de dire on a un centre-ville, on a une ville-centre qui est surpeuplée. Qui a aussi des déficiences en termes de transport, qui est polluée, où il y a beaucoup de trafic, etc. Et donc, au lieu d'essayer de trouver des solutions, comment dire, par des transports publics, une meilleure organisation de transports publics, collectifs, on va déplacer plein de choses dans le désert, où il faudra consommer énormément d'eau, bien évidemment aussi. Bah non, enfin, ça l'est pas, hein. Et puis la question aussi, c'est de savoir est-ce que ça va pas devenir une ville fantôme ou une ville uniquement euh, comment dire, un quartier institutionnel, quoi, enfin, avec tout ça. Donc oui, non, il y aura plein de problèmes à ce niveau-là. Et puis la question, comme je disais, du coût du logement se fera très vite. Oui. Voilà. Réservé donc aussi à une certaine classe sociale, ce qui est déjà perceptible. Oui. Alors, spectateur anonyme pose la question suivante. Pour détourner cette surveillance et ce contrôle, a-t-on observé l'organisation de manifestations dans les provinces et dans les campagnes? Et est-ce que peut-être, je rajouterais à cela, parce que toi, tu analyses cette sécurisation dans le centre-ville du Caire, mais est-ce que tu as eu vent dans tes recherches, peut-être d'autres villes qui ont vu à peu près le même phénomène s'installer chez eux? Ben, j'aurais bien aimé. Là, c'est vrai que je suis hyper Concentré sur le Caire? concentrée, voilà, bah ouais, sur le Caire et sur le centre-ville pour essayer au moins de terminer cette thèse qui, voilà, enfin, me prend déjà beaucoup de temps. Mais non, j'aimerais bien pouvoir essayer de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je dois avouer que là, pour le coup, j'ai pas du tout d'informations en fait. D'accord. C'est voilà. Et puis comme je m'intéresse, voilà, j'essaie d'avoir justement un contexte de montrer aussi la spécificité du centre-ville par rapport à ce qui peut se passer autour en termes de sécurisation, etc. Donc tout ce qui est après manifestation, initiative, etc. Ailleurs que dans le centre-ville, pas forcément, quoi. Très bien. Voilà. Alors, une question de Martha Papalardo. Elle nous dit d'abord, ou elle te dit merci pour cette présentation passionnante. Vous avez mentionné le processus de gentrification du centre-ville. Savez-vous si les mouvements de modernisation du quartier s'approprient de quelque manière les murs ou les portes ou sont-ils rejetés en raison d'une appartenance perçue comme populaire ou révolutionnaire? Je pense à un festival comme DECAF ou au projet de patrimonialisation Belle Époque de promoteurs privés et publics. Oui. Alors, Martha, je ne te vois pas, mais j'ai lu récemment ta thèse. Donc, donc voilà. Mais qui était hyper intéressante aussi pour moi et pour m'aider dans mes recherches. Alors, oui, sur la question de la gentrification, moi, je pense que les murs, comme je les ai montrés, hein, c'est-à-dire vraiment ces murs qui bloquaient la rue, non, c'est pas du tout réapproprié, en tout cas par des acteurs comme DICAF.
Par contre, voilà, hein, comme je l'ai montré hein, sur la parade des momies, on va se réapproprier ça. Ouais. Bon, est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ce que Ah c'est? oui, pardon. Oui, oui. Pardon. DCAF, du coup, c'est pour Downtown Contemporary Art Festival, donc un festival d'art contemporain qui est spécifique au centre-ville, donc qui se passe dans le centre-ville. Ils vont mettre en place plusieurs événements, expositions, performances, etc., dans des lieux du centre-ville, donc sur les toits, dans des appartements, etc. Ils essaient de faire ça dans la rue, mais ils n'ont pas forcément les autorisations. Donc c'est compliqué. Mais je pense que, pas les murs en tout cas pour ces acteurs-là, en tant que tels. Je pense que la question après des artistes qui ont participé dans la rue à la Révolution, etc., il y en a qui refusent de travailler avec eux. Je pense que DICAF qui pouvait avoir encore un petit aura au début, parce que c'est en 2012 que ça apparaît, en étant des acteurs qui permettaient quand même de promouvoir l'art contemporain dans le centre-ville. Aujourd'hui, la plupart des gens m'en parlent comme vraiment d'une force gentrificatrice importante. Donc, certains artistes vont refuser de travailler avec eux. Voilà, après, je pense que dans ces mondes de l'art aussi, on a l'idée d'éviter des sujets trop politiques, etc. Et le graffiti reste encore un sujet assez politique aussi, je pense. Voilà. Mais si tu veux, Martha, je veux bien en discuter hein, plus tard. Merci beaucoup, Laura. Il y a aussi encore une question de Moujib El Rahman Abou Amar. Il nous dit bonjour, est-ce que nous pouvons tracer une relation entre la présence des portes et des murs construits au centre-ville du Caire et ce que représentent ces éléments protecteurs dans les quartiers du Caire anciens, comme les portes du Haras Shadi, sachant que ces portes étaient démolies au cours du 19e siècle pour des raisons sécuritaires aussi. En gros, je crois que l'idée est déjà ancrée dans l'esprit collectif des Égyptiens, mais elle est manipulée selon chaque époque ou chaque régime. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est très... Là, ce qui est pointé, c'est aussi la contextualisation hein, temporelle, spatiale. On n'est pas... on n'est pas... En fait, il faut savoir que, par exemple, moi, je pense à ça pour la question de détruire en fait, les portes pour des raisons sécuritaires. Il y a l'idée aussi que bloquer la rue, c'est aussi bloquer les circulations, même des policiers, de l'armée, etc. Et en fait, au contraire, quand il y a eu la mise en place, l'aménagement du centre-ville, du 19e siècle, on a vraiment l'idée en fait aussi de créer un centre-ville moderne, mais avec de larges avenues. Et le modèle, c'était un peu le Paris d'Haussmann. Donc on peut se dire aussi qu'il y avait l'idée aussi de pouvoir circuler librement et ça permettait potentiellement aussi une circulation des forces de sécurité plus facile, même si ce n'est pas forcément le premier, l'argument qui prime hein, dans la mise en place de ce centre-ville. Je pense que en fait, et alors que dans les quartiers populaires, dans les quartiers anciens du Caire, en fait, le fait qu'il y ait des portes, donc les haras, les quartiers en fait qui sont aussi avec des voies et des rues hyper sinueuses, étroites, etc. Tout ça, ça posait des problèmes pour contrôler ça. Et je pense que oui la question de mettre en place des murs, de sécuriser selon certains outils, elle est quand même très liée à la question du pouvoir, en fait, de manière générale, et du contrôle qui effectivement existe à différentes époques. Après, je ne suis pas spécialiste du Caire ancien. Merci beaucoup Laura pour ta réponse et si tu me permets, j'aimerais te poser une dernière question qui nous vient de Gaëlle Gillot, je la salue d'ailleurs. Donc elle te dit aussi merci pour ta présentation. Les jardins publics sont-ils toujours des espaces du désordre dans ce contexte ultra sécuritaire fonctionnant un peu différemment du reste de la ville? Alors, bon, Gaëlle aussi, je connais tes travaux, pardon, j'y suis direct. Alors, des espaces du désordre.
Ouais, alors dans le centre-ville, bon, déjà, il n'y a pas vraiment de jardin. Il y a un espace devant le Mogama avec un peu d'herbe, voilà. Et puis surtout, en fait, la grande esplanade verte qui avait été utilisée, elle est remplacée par un énorme obélisque au milieu. Donc pas vraiment d'espace vert, donc pas d'espace du désordre, en tout cas je dirais pas ça comme ça. Et je pense qu'en plus ça doit dépendre beaucoup des jardins. Euh, Si on prend le parc de El Assad, je ne suis pas sûre que ce soit un espace du désordre. Quoique, il y a quand même plus d'appropriation aussi peut-être populaire. Je sais, vraiment je sais pas trop parce que comme dans le cadre du centre-ville, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, tous ces espaces-là, dans la place Tahrir, là, sont hyper sécurisés, quoi. Donc là, il n'y a pas vraiment de désordre. Et je réfléchis, je vois pas trop pour le centre-ville, mais ce serait intéressant d'aller voir en dehors les jardins publics. J'ai encore toute dernière question que j'aimerais te soumettre, puisque c'est une question qui nous vient de Facebook, de Sami Fouguira. Alors, elle demande est-ce que cette répression a fait affaiblir la valeur emblématique des espaces publics mémorisant la révolution égyptienne et le printemps arabe en général? L'aspect symbolique, oui, je pense qu'il y a tout un effacement de la mémoire révolutionnaire aussi. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans le centre-ville, c'est pas uniquement de la sécurisation, de la répression, c'est aussi on efface tous les graffitis, on va effacer vraiment les traces. Hein, on efface en remplaçant aussi, hein, donc comme je disais, l'obélisque Place Tahrir, qui d'ailleurs avait été avant, il y avait déjà eu un drapeau au milieu à partir de 2014. Donc je pense que la valeur symbolique et politique, en fait, elle peut toujours être réactualisée si on garde une certaine mémoire des événements. Maintenant, si on observe aujourd'hui ce qui se passe matériellement, physiquement, dans l'urbain, on a vraiment un affaiblissement de cette idée-là. Maintenant, la mémoire, elle est aussi maintenue par des acteurs, par leurs pratiques, etc. Et ça peut être réactualisé à tout moment. Et la valeur symbolique de Tahrir restera, je pense, quand même importante, même si certaines personnes n'aiment pas vraiment y aller, quoi. N'aiment plus y aller, en fait. Et pour les anciens bâtiments qui seront alors transférés dans la nouvelle capitale, est-ce que tu sais s'il y a déjà des plans ou pas? En quoi vont-ils être réutilisés? Ouais. Encore une fois, hein, c'est des informations aussi que je n'ai pas forcément directement. Et puis, il y a aussi des discours un peu contradictoires parfois. Euh, ça, il y avait l'idée d'hôtel, par exemple, la Mogamma, qui est le ministère de l'Immigration, qui est un énorme bâtiment qui ressemble vraiment de style soviétique, bon, voilà, plein place Tahrir, aurait dû peut-être être un hôtel. Or, en fait, tout le monde dit qu'il y a trop d'hôtels dans le centre-ville et que ça ne servira à rien. Et puis, ça serait certainement repris peut-être par des acteurs privés, mais je n'ai pas forcément d'informations sur là-dessus. Voilà, il y a des rumeurs, hein, comme tout, et comme il n'y a pas forcément... on n'est pas sur des projets d'aménagement participatif, donc il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Voilà. Absolument. Eh ben, merci beaucoup Laura pour ce webinaire vraiment très très enrichissant et surtout très très illustratif. Donc vraiment c'était super. J'espère que cela aura plu aussi à notre public. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, donc même jour et même heure, pour un autre webinaire avec la philosophe Elisabeth Kassab sur le thème débat intellectuel et mouvement de protestation arabe depuis 2010. Et voilà, d'ici là, passez une bonne semaine et surtout prenez soin de vous. Je vous dis donc bonne soirée et au revoir. Merci Laura. Merci. Au revoir. Au revoir.